Hey, salut! Alors, dans cette vidéo, on va voir une petite démonstration de la fameuse formule d'Einstein égale mc au carré. En fait, Einstein a obtenu cette équation-là par un raisonnement basé sur le centre de masse d'un système isolé. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que on va prendre une démarche similaire à ce qu'Einstein a utilisé lui-même pour trouver sa fameuse équation. Il y a plusieurs façons de démontrer cette équation-là. Mais ici, on en prend une qui est assez relativement simple. Voici la situation. On a une boîte qui est dessinée ici en noir. Alors, on va considérer que cette boîte-là est complètement isolée, donc libre de toute influence extérieure. Il n'y a aucune force extérieure qui agit sur cette boîte. Elle est vraiment comme seule dans l'univers, en quelque sorte. À l'intérieur, ici, on a une ampoule qui est représentée en rouge, donc qui peut émettre de la lumière. Et ici, à droite, en bleu, on a un détecteur qui va être capable de capter la lumière émise par l'ampoule. La distance entre l'ampoule et les détecteurs, on l'a appelé L majuscule, comme vous voyez ici, soit les variables suivantes. Appelons M majuscule la masse totale de la boîte, donc tout ce qu'elle renferme. E majuscule l'énergie de l'impulsion lumineuse émise par l'ampoule. Donc, ce qui va se produire, en fait, c'est que l'ampoule va émettre une impulsion lumineuse, c'est-à-dire une petite particule de lumière, autrement dit, un photon. Donc, on va avoir un petit photon qui va être émis par l'ampoule vers la droite. Et on va dire que ce photon-là a une énergie E. Donc, je rappelle, le photon, c'est une particule de lumière. Donc, il y a une énergie E majuscule. Et elle, comme je l'ai dit, la distance entre l'ampoule et le détecteur. À partir du moment que l'ampoule va avoir émis son photon d'énergie E, qu'est-ce qui va se produire? Alors, ce qui va se produire, c'est que en fait, ça va donner une vitesse à la boîte. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler qu'un photon, la lumière possède de la quantité de mouvement. Donc, on a vu dans la section sur la physique, la mécanique relativiste, on peut démontrer que pour un photon, son énergie est égale à sa quantité de mouvement fois la vitesse de la lumière. Ça, c'est vrai pour toute particule sans masse au repos, comme le photon. Dans le fond, on peut trouver de ça que P est égal à E sur C. Donc, la quantité de mouvement d'un photon, c'est son énergie divisée par la vitesse de la lumière. Donc, ça, c'est très important. On a parlé de ça, c'est la lumière possède une quantité de mouvement. C'est ce qui permet, par exemple, au phénomène de pression de radiation d'excité. Donc, en réalité, quand vous recevez de la lumière sur vous, ça vous pousse. Et on peut calculer sa quantité de mouvement grâce à cette équation. En passant à cette équation-là, oui, on l'a vu dans le cadre de la mécanique relativiste, mais en réalité, on peut la démontrer même dans un cadre classique, juste avec la théorie de l'électromagnétisme classique, les équations de Maxwell, on peut démontrer cette équation-là. Donc, c'est pas typiquement une équation relativiste. On peut la démontrer avec la physique classique. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vu que le photon est envoyé et que le photon a une certaine quantité de mouvement, qu'est-ce que ça va faire? Dans le fond, c'est que l'ampoule elle-même, elle va être projetée vers l'arrière. Un peu comme si vous imaginez... imaginez-vous dans l'espace, qui est intersidéral, il n'y a aucune influence. Vous êtes vraiment seul dans l'univers, ok? Il n'y a aucune étoile, planète proche de vous, aucune gravité qui vous affecte. Et là, vous avez un ballon très, très massif, mettons un gros ballon là, de plomb, là, imaginez. Donc un ballon extrêmement massif. Et vous lancez ce ballon-là vers l'avant. Qu'est-ce qui va se produire? Ben, vous allez être propulsé vers l'arrière. Okay. On pourrait avoir une situation similaire, peut-être une situation peut-être plus proche de votre quotidien ou plus facile peut-être à imaginer. Imaginez-vous sur une patinoire extrêmement glissante et vous êtes sur des patins. Donc, autrement dit, on peut dire qu'il n'y a pratiquement pas de frottement entre vous et le sol. Et là, vous lancez, mettons, vous avez un carrosse d'épicerie qui est complètement chargé devant vous, donc très, très massif, et vous le poussez vers l'avant. Qu'est-ce qui va se produire? C'est que vous allez être propulsé vers l'arrière. Alors, qu'est-ce qui cause ce phénomène? C'est le principe de la conservation de la quantité de mouvement. Donc, autrement dit, en lançant le carrosse d'épicerie vers l'avant, vous lui donnez, dans le fond, une quantité de mouvement vers l'avant. Donc, j'ai représenté la situation ici. Vous êtes là, vous avez le carrosse. Donc, en exerçant sur lui une force vers la droite, vers l'avant, vous allez, dans le fond, lui donner
une quantité de mouvement. Et étant donné qu'on pourrait considérer que ceci est un système, vous et le carrosse, vous constituez en quelque sorte un système isolé, parce que vous êtes comme, il y a pratiquement aucun frottement entre vous et le sol. Alors à ce moment-là, le principe de conservation de la quantité de mouvement, ce qu'il dit, c'est que vous allez devoir acquérir la même quantité de mouvement, mais vers l'arrière, donc dans le sens inverse. Parce que au départ, avant que vous exerciez la poussée, quand vous étiez tous les deux immobiles, la quantité de mouvement totale était nulle. N'est-ce pas? Il n'y avait aucun mouvement. Il n'y avait aucun mouvement. Vous êtes immobile, le carrosse est immobile, donc la quantité de mouvement totale est nulle. Fait qu'après avoir lancé le carrosse, vous êtes dans un système isolé, donc la quantité de mouvement totale doit rester nulle. Ce qui fait en sorte que si vous donnez au carrosse une quantité de mouvement vers l'avant, alors la quantité de mouvement que vous allez acquérir doit être égale et opposée, de façon à ce que la quantité de mouvement totale, c'est-à-dire celle-ci plus celle-ci, demeure nulle, parce qu'elle est conservée. Donc, autrement dit, la quantité de mouvement totale avant le mouvement est égale à la quantité de mouvement totale après le mouvement. Bien sûr, ça c'est quantité de mouvement, c'est une notion vectorielle. Voilà, donc ça c'est un principe qu'on a vu en mécanique. Alors le même principe s'applique ici. Dans le fond, le fait que c'est un peu la même situation. Donc on revient à notre ampoule ici. Dans le fond, c'est le même principe. C'est comme si l'ampoule, elle lance un photon. Puis le photon a une quantité de mouvement. C'est un peu comme si l'ampoule lançait une balle. Okay? C'est sûr que la quantité de mouvement d'un photon, c'est très petit parce que c'est une toute petite particule. Mais ça reste que ça a une quantité de mouvement. Donc conceptuellement, c'est comme si l'ampoule a lancé une balle vers la droite. Mais là, c'est un photon. Donc, en réaction, dans le fond, l'ampoule va être propulsée vers la gauche, vers l'arrière. Et bon, on va considérer que l'ampoule est fixée à la boîte. Donc, autrement dit, ça va propulser l'ensemble de la boîte vers la gauche. Donc, ça va donner une certaine quantité de mouvement ou une certaine vitesse, autrement dit, à toute la boîte vers la gauche. Simplement parce qu'elle a envoyé un photon vers la droite. Alors, le photon, sa quantité de mouvement qu'il va avoir, on vient de dire, ça va être P est égal à E sur C. Donc, lui, le photon en lui-même va avoir une quantité de mouvement égale à son énergie divisée par la vitesse de la lumière. Alors, pour que la quantité de mouvement soit conservée, au départ, la quantité de mouvement, dans le fond, la quantité de mouvement totale était nulle. Avant que le photon soit envoyé, tout était immobile. Donc, la quantité de mouvement totale du système était nulle. Donc, après que le photon soit envoyé, il faut qu'elle soit encore nulle. Donc, autrement dit, si on a une quantité de mouvement de E sur C vers P égale E sur C vers la droite, bien, il faut qu'on ait P égale E sur C vers la gauche aussi. Fait que ça, c'est la quantité de mouvement que va acquérir l'ensemble de la boîte vers la gauche, ça doit être égal. Maintenant, il faut se rappeler la formule de la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Bien sûr, on a vu une équation qui est une version relativiste de cette équation-là, mais ici, ce ne sera absolument pas nécessaire, puisque la boîte va se déplacer, va acquérir une certaine vitesse, mais ça va loin d'être d'une vitesse relativiste. Il ne faut pas oublier que, dans le fond, c'est juste un photon qui est envoyé. Donc, c'est une toute petite quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement qui va être transmise à la boîte, ça va être quand même très faible. Donc, ça sera pas, il faut pas penser que la boîte va accélérer à une vitesse aller à une vitesse relativiste suite à ça. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, on peut tout à fait utiliser la version classique de la formule de la quantité de mouvement, masse fois la vitesse. Donc, ça, c'est la quantité de mouvement que va acquérir la boîte. Et ce qu'on a dit, c'est que puisqu'on a une conservation de la quantité de mouvement, dans le fond, bien, celle qui a été donnée au photon doit égaler celle de la boîte. Donc, autrement dit, la quantité de mouvement de la boîte, qui est mv, doit être égale à celle que va avoir le photon, qui est E sur C. Donc, en module, la quantité de mouvement du photon, E sur C, doit être égale au module de la quantité de mouvement de la boîte, qui est sa masse fois la vitesse qu'elle va avoir acquérie. Donc, la vitesse que la boîte va avoir acquéri vers la gauche. Donc, jusqu'à date, on a simplement appliqué le principe de conservation de la quantité de mouvement qui s'applique dans tout système isolé. C'est un principe fondamental de la physique. Donc, on a appliqué ce principe-là puisqu'effectivement, on est dans un système isolé, c'est-à-dire un système libre d'influence extérieure. Et là, on peut, à partir de ça, aller chercher la vitesse que va acquérir la boîte qui va être égale à E sur mc. Alors, ça, c'est la vitesse que va acquérir la boîte après que le photon a été lancé vers la droite. C'est-à-dire que le photon est lancé vers la droite, mais cette vitesse-là que va acquérir la boîte va être vers la gauche.
il y a une chose que je veux faire remarquer cependant, c'est que dans le fond, cette vitesse-là, elle ne va pas durer pour l'éternité. Parce que éventuellement, le photon va arriver au détecteur. Donc le photon, il va arriver, il va se déplacer. Éventuellement, il va arriver au détecteur à droite. Quand il arrive au détecteur, on va considérer que le photon est absorbé à ce moment-là. Donc, en quelque sorte, il disparaît. Et ça fait en sorte que, dans le fond, lorsque le photon arrive sur le détecteur, il va transférer sa quantité de mouvement au détecteur. Donc, il va rentrer en collision, autrement dit, avec le détecteur. Et la quantité de mouvement qu'il possède, il va la rendre au détecteur. Autrement dit, il va donner une petite poussée sur le détecteur vers la droite au moment où est-ce qu'il est absorbé. Et ça va faire en sorte que ça va venir neutraliser en fait le mouvement. Donc, au moment où ce que le photon est envoyé, toute la boîte se déplace vers la gauche. Mais là, au moment où ce que le photon arrive sur le détecteur, il vient donner une petite poussée vers la droite qui va venir neutraliser en fait le mouvement. Donc, autrement dit, il va rendre la quantité de mouvement il va redonner une petite poussée de quantité de mouvement P qui va venir annuler, dans le fond, la quantité de mouvement qu'avait la boîte. Et donc, la boîte va se réimmobiliser, va revenir à son état d'immobilité. Donc, le mouvement de la boîte va seulement durer entre le moment où le photon est envoyé et le moment où le photon est capté par le détecteur. Donc, c'est seulement pendant que le photon se déplace de gauche à droite de la boîte c'est seulement pendant ce délai-là que la boîte va se déplacer vers la gauche. La prochaine étape, ça va être de se demander combien de temps va avoir duré ce déplacement-là de la boîte vers la gauche. Donc, vous l'aurez compris, le temps que la boîte va se déplacer, c'est, comme je disais, le temps pendant lequel le photon va se déplacer vers la droite de l'ampoule jusqu'au détecteur. Donc, dans le fond, le photon, ce qui est pratique, c'est qu'on connaît sa vitesse. Peu importe le mouvement de la boîte, par rapport à notre référentiel inertiel, le photon se déplace à une vitesse égale à la vitesse de la lumière, bien sûr, vers la droite. Donc, et il parcourt la distance L majuscule, c'est-à-dire la distance entre l'ampoule et le détecteur. Donc, autrement dit, on peut dire que la vitesse du photon est égale à la distance qu'il parcourt sur l'intervalle de temps qui est nécessaire. Donc, la vitesse du photon, c'est C. La distance qu'il parcourt, c'est L majuscule, selon nos variables. Et le temps, je vais l'appeler delta t. Donc, ça permet d'aller chercher le temps de voyage du photon qui va être L sur C. Alors, ça, c'est beau. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de dire de combien de distance est-ce que la boîte s'est déplacée vers la gauche pendant cet intervalle de temps-là. Donc, pendant l'intervalle de L sur C, de combien de distance est-ce que la boîte s'est déplacée vers la gauche? Que vaut le delta X de la boîte? Alors, pour se représenter la situation, j'ai redessiné ici la boîte au moment où le photon est émis. Et là, j'ai représenté ici en vert avec une étoile. Ça, c'est la position du centre de masse de la boîte à ce moment-là. Au moment où est-ce que le photon est émis. Donc là, ça entraîne la boîte dans un mouvement vers la gauche. Et là, la boîte va se déplacer, vous voyez, d'une certaine distance vers la gauche. Vous voyez, ici, on n'est plus rendu. Donc, si vous regardez l'arête de gauche ici, on n'est plus rendu au même endroit. Donc, ici, effectivement, ici, on s'est déplacé de cette distance-là vers la gauche. Alors, je l'ai représenté ici. Donc, j'ai fait une ligne verticale en gris. Et dans le fond, cette distance-là ici, ça représente le déplacement que la boîte a fait pendant tout le trajet du photon. Donc, je vais l'appeler delta X, la variation de position delta X de la boîte, le déplacement en X de la boîte. Alors, que vaut delta X? C'est la question qu'on se pose maintenant. Donc, le deuxième dessin ici, c'est dans le fond le moment où le photon arrive sur le détecteur. Donc, au moment où est-ce que la boîte termine, dans le fond, son déplacement. Donc, le déplacement de la boîte, delta X, ça va être égal à la vitesse fois le temps pendant lequel la boîte est en mouvement. Ici, il faut bien réaliser, c'est un mouvement uniforme, un MU. Donc, un mouvement uniforme. C'est un mouvement à vitesse constante, autrement dit. Autrement dit, on considère que la boîte se met comme instantanément en mouvement. Il n'y a pas de phase d'accélération ou de phase de décélération. On considère que la boîte se met comme instantanément en mouvement. Elle atteint instantanément une vitesse qu'elle garde constante pendant tout son mouvement. Puis après ça, au moment où est-ce que le photon arrive,
la boîte arrête instantanément. Donc, c'est tout un mouvement qui se fait à vitesse constante. Donc, autrement dit, le déplacement, c'est simplement la vitesse constante fois le temps. Et justement, on a trouvé des expressions pour ces deux paramètres-là. Donc, la vitesse de la boîte, on avait trouvé que c'était égal à l'énergie du photon sur mc. Alors, on avait déduit ça par la conservation de la quantité de mouvement. Donc ça, c'est la vitesse qu'avait atteint la boîte. Et le temps de déplacement de la boîte, qui est égal au temps de déplacement du photon, on avait dit c'est la distance que doit parcourir le photon divisé par la vitesse de la lumière. Et après ça, on peut simplifier cette équation et dire que finalement, c'est EL sur mc carré. Alors là, maintenant, il reste à faire la clé là, de la situation. C'est là qu'on y arrive. La clé, c'est de réaliser que le centre de masse de la boîte ne peut pas avoir bougé dans cette situation-là. Donc, autrement dit, même si la boîte s'est effectivement déplacée vers la gauche pendant ce trajet-là, c'est impossible que le centre de masse n'ait bougé. Le centre de masse de l'ensemble, c'est-à-dire le centre de masse de la boîte et du photon ensemble. C'est impossible que ce centre de masse-là ait bougé parce que aucun processus interne. Parce que ça, ici, le fait que l'ampoule envoie un photon, c'est un processus interne. C'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur de la boîte qui vient, mettons, exercer une force ici pour la bouger. Ça serait un processus externe. Mais ici, le fait que l'ampoule lance un photon, c'est un processus interne. Ça fait partie entièrement du système. L'émission du photon est à l'intérieur du système. La propagation du photon est à l'intérieur du système, c'est-à-dire notre boîte. Et la réception, la captation du photon est aussi à l'intérieur du système. Tout ça n'est que des processus internes dans notre système qui se trouvent à être la boîte. Alors, aucun processus interne d'un système ne peut déplacer son centre de masse. Ça, c'est vraiment important. Reprenons pour illustrer ceci mon exemple de vous qui êtes sur une patinoire parfaitement glissante. Alors, votre centre de masse, mettons, se trouve à ce point-ci. Si vous êtes sur une patinoire qui est parfaitement glissante, il n'y a aucune façon comme d'accrocher quoi que ce soit dans la patinoire pour avoir une quelconque adhérence, à ce moment-là, vous êtes condamné à rester là. Le système qui est vous-même ne peut pas son centre de masse ne peut pas bouger, vous ne pourrez pas bouger. À la limite, si mettons vous avez un objet sur vous, comme mettons vous avez un sac à dos, vous dites ce que je peux faire pour me sortir de ce pétrin-là, parce qu'on ne peut pas marcher sur une glace. Autrement dit, le fait qu'on puisse marcher, ça fait en sorte que là, ça fait invoquer des forces externes. Mais dans ce cas-ci, on ne peut pas marcher sur une patinoire qu'on considère parfaitement glissante. On a besoin d'adhérence pour marcher. Donc, à ce moment-là, théoriquement, on pourrait juste pas sortir de la patinoire. On serait pogné là. Mais on pourrait sortir du pétrin. Si, mettons, vous avez un sac à dos, vous pourriez dire, OK, je prends mon sac à dos, puis je le lance vers l'avant. Alors, à ce moment-là, ça va vous propulser vers l'arrière. Et dans le fond, la quantité de mouvement que vous allez donner à votre sac, ça va être égal à la quantité de mouvement que vous allez acquérir vers l'arrière, de façon à ce que les deux quantités de mouvement s'annulent, parce qu'on a une conservation. Puis au départ, la quantité de mouvement résultante, c'était 0. Fait qu'il faut que la quantité de mouvement après le lancer, ça soit encore 0. Donc, si vous donnez une quantité de mouvement vers la gauche, vers la droite à votre sac, vous devez acquérir la même quantité de mouvement vers la droite. Donc ça serait une façon finalement de repartir en reculons puis éventuellement de sortir la patinoire. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que même dans cette situation-là, le centre de mouvement, le centre de masse du système, c'est-à-dire le système qui serait constitué de votre sac et de vous, donc le sac, mettons, qui est rendu là, le centre de masse est que, mettons, vous reculez à cause que vous avez lancé le sac. Donc là, mettons, vous êtes rendu là, puis vous déplacez vers la gauche, puis votre sac se déplace vers la droite. Le centre de masse, lui, va rester intact. Il va rester au même endroit si on considère que vous êtes dans un système isolé. Puisque ça serait comme une force interne. Vous et votre sac, vous formeriez un système interne, un système isolé. Et dans le fond, le centre de masse de vous et votre sac ne peut pas se déplacer. Donc, même si le sac va vers la droite, puis vous allez vers la gauche, le centre de masse de vous et le sac demeurerait à votre point de départ. Donc, une force interne ne peut pas bouger un centre de masse. Pour bouger un centre de masse, ça prend une force externe. Comme par exemple, si quelqu'un vient vous pousser
alors là, à ce moment-là, vous allez pouvoir déplacer votre centre de masse de votre système. Ou dans mon exemple de la boîte, comme je disais, si quelqu'un pousse sur la boîte vers la gauche, bien sûr, on peut déplacer le centre de masse de la boîte. Mais là, ici, c'est pas ça. C'est seulement des forces internes qui sont en jeu, des interactions internes, qui se produisent exclusivement à l'intérieur de la boîte. Et on ne peut pas bouger le centre de masse du système de cette façon-là. Donc là, je veux vous faire remarquer une chose. C'est que mettons, si vous regardez ce point-ci de la boîte, le point que j'ai tracé en vert ici, dans le fond, il a reculé ici. Mais ce qu'on sait, c'est que le centre de masse qui était ici à l'origine, il ne peut pas avoir bougé, il doit être rendu encore au même endroit. Le centre de masse ne peut pas avoir bougé. Donc, ça veut dire que, autrement dit, le centre de masse de la boîte elle-même, en excluant le photon de la boîte, l'ampoule, le détecteur, on est d'accord, ce centre de masse-là s'est déplacé vers la gauche, à cette nouvelle position ici. Donc, c'est déplacé d'une distance delta X. Mais, pour que le centre de masse total du système, quand je dis système, donc ça veut dire toute la boîte et le photon, pour que ce centre de masse-là soit demeuré au même point, ça veut donc dire, il faut donc dire que le photon a transporté avec lui une masse. Mais il faut faire attention ici par contre. Dans cette démonstration-là, quand je parle de masse relativiste, qu'on appelle. Donc, quand je parle d'une masse relativiste, en fait, c'est que je prends la masse relativiste, c'est égal à gamma fois la masse au repos. Je dirais que la notion de masse relativiste est relativement a été à une certaine époque très utilisée et de moins en moins utilisée, tombée pratiquement en désuétude. Mais pour cette démonstration-là, cette notion-là est très importante. Donc, c'est pour ça que je l'invoque quand même pour le bien de la démonstration. Même si je sais que ce concept-là de masse relativiste n'est pas présenté dans votre bouquin, mais il est présenté dans d'autres bouquins, puis c'est un concept qui peut quand même être utilisé, qui est pas faux en soi. Donc, je reprends mon explication. Le centre de masse de votre système ne peut pas avoir bougé. Donc, le centre de masse de votre système doit rester vis-à-vis la ligne en gris à pointillé que j'ai tracée ici. Au départ, le centre de masse du système était là. Ça veut dire qu'après, le centre de masse du système doit être resté là. Donc, il doit être resté au même endroit, c'est-à-dire ici. Mais pourtant, le centre de masse de la boîte, lui, s'est déplacé vers la gauche d'une distance delta X, il est rendu là. Quand je dis centre de masse de la boîte, mettons qu'on présume que c'est en plein milieu de la boîte. Là. La boîte a une forme rectangulaire, fait que mettons qu'on présume que le centre de masse de la boîte, qui contient la boîte, l'ampoule et le détecteur, mettons qu'on constate que c'est en plein milieu de la boîte. Le plein milieu de la boîte, le point qui est en plein milieu de la boîte, s'est déplacé vers la gauche d'une distance delta X. Donc le centre de masse de la boîte s'est déplacé ici, une distance delta X. Mais le centre de masse total doit être resté immobile. Ça veut donc dire, il faut donc admettre que le photon a transporté une certaine masse, je répète, une masse relativiste, et cette masse-là a permis au centre de masse de rester au même endroit. Donc, même si toute la boîte s'est déplacée vers la gauche, le photon, lui, s'est déplacé vers la droite et le centre de masse est resté tel quel, à la même position. Alors, je reprends encore mon analogie ici. Donc, c'est un peu la même chose. Imaginez que la boîte, c'est comme la personne. Le photon, c'est comme le sac à dos que vous lancez. Donc, oui, le centre de masse est resté au même endroit, même si la personne a reculé. Pourquoi? Parce que le centre de masse du sac, lui, s'est déplacé en sens inverse. Donc, c'est la même chose. Le centre de masse total est resté au même endroit, donc comme ici dans mon analogie, parce que oui, la boîte s'est déplacée vers la gauche, mais le photon, lui, s'est déplacé en sens inverse et il transportait finalement une masse relativiste. J'insiste à dire que le photon a une masse relativiste parce que le photon n'a pas de masse au repos. Donc, juste pour pas que ça vous paraisse trop contradictoire par rapport à ce qui est écrit dans le livre, effectivement, le photon n'a pas de masse au repos. Donc, le M0 d'un photon, c'est nul. Par contre, on peut quand même dire que le photon a une masse relativiste M si on multiplie M0 avec le facteur gamma, le facteur de Lorentz gamma. J'ai insisté là-dessus, la notion le fait que le centre de masse est resté mobile parce que c'est vraiment la clé de voûte de cette démonstration-là. C'est le fait que le centre de masse doit avoir resté mobile, donc que le photon transportait, en fond, une masse relativiste. C'est vraiment la clé du problème. Puis là, dans le fond, tout ce qui reste maintenant que j'ai expliqué ça, ce qui reste, c'est de mettre ça en équation. Et là,
pour ce faire, il faut se rappeler comment calculer la position d'un centre de masse de système. Peut-être l'avez-vous en mécanique, peut-être ne l'avez-vous pas vu non plus. Donc, je vais vous l'introduire en tout cas. Alors, quand on a un système de masse, on peut démontrer que la position du centre de masse d'un ensemble de particules, c'est 1 sur la masse totale du système fois la somme de la masse fois la position de chacune des masses. Fait que cette équation-là, je la démontrerai pas ici, là, c'est une équation de la mécanique classique. Si vous allez voir votre Séguin dans votre bouquin de mécanique, dans le dernier chapitre, vous allez trouver une section qui concerne le centre de masse. Donc, si vous voulez voir d'où vient cette équation-là, vous pouvez aller voir cette section-là. Mais grossièrement, c'est assez intuitif cette équation-là. C'est juste, on pondère, dans le fond, chacune des masses en fonction de la position, mais à la fin, il faut diviser tout ça par la masse totale pour avoir la position moyenne, dans le fond, ce qu'on appelle le barycentre ou le centre de masse de la position moyenne pondérée, dans le fond, de vos masses. Alors là, ici, ce que je veux faire, c'est que je vais appliquer cette équation-là, mais sous forme d'une variation. Donc, je vais dire, si le centre de masse a varié d'une certaine quantité delta xm, x c'est m, c'est m pour centre de masse. Donc, si le centre de masse est déplacé d'une certaine distance delta x cm, ça veut donc dire que, on a 1 sur la masse totale. Donc ici, en l'occurrence, il y a 2 masses en jeu. Il y a 2 objets en jeu. Il y a la boîte et il y a le photon. Okay? Donc ça, c'est les 2 objets en jeu. Donc autrement dit, il faudrait prendre, dans le fond, autrement dit, ici, la somme des MI/XI, ça serait la masse du photon fois le X du photon plus la masse de la boîte fois le X de la boîte, en l'occurrence. Mais là, j'applique cette équation-là sous forme de différence. La masse du photon, la masse de la boîte ne change pas. Mais ce qui change, c'est la position de chacune de ces 2 masses-là. Donc, d'abord, je vais avec la masse de la boîte. La masse de la boîte, c'est M majuscule. Puis la variation de position de la boîte, c'est ce qu'on avait appelé justement delta X. On l'avait défini dans cette équation-là ici. Donc, delta X égale EL sur MC carré. Donc, ça, c'est la variation de position de la boîte fois sa masse. Et de position de centre de masse qui est due au photon. Le photon, sa masse, alors je dois prendre la masse relativiste gamma m, et la variation de position du photon, c'est dans le fond la différence entre sa position de départ, sa position d'arrivée, c'est L. Donc, il faut bien comprendre ici, dans le fond, j'ai pris mon équation du X du centre de masse, donc l'équation de la position du centre de masse, 1 sur la masse totale, masse de la boîte fois position de la boîte, plus masse du photon fois position du photon. Je répète, cette équation-là, je ne la démontre pas, allez voir dans votre bouquin de mécanique pour voir d'où vient là, cette équation-là. Mais là, si je l'applique sous forme de différence, donc la variation de la position de masse, 1 sur la masse totale, mais là, la masse de la boîte, c'est M, mais là, la variation du centre de masse, la position du centre de masse, c'est dû à la variation, dans le fond, des 2 variables, celle-ci et celle-ci. C'est les 2 seules variables qui changent. Les masses sont constantes. Donc, la variation de la position de la masse, la variation de la position de la boîte, c'est justement ce qu'on a appelé delta X. Puis la variation de la position du photon, c'est L. Donc, la différence entre sa position de départ et sa position d'arrivée, c'est la variable L, la distance L. Donc, j'ai comme appliqué l'équation sous forme de variation. Et là, ici, je veux vous faire remarquer une chose, c'est que on avait dit que la position du centre de masse, elle demeurait constante. Le centre de masse devait nécessairement toujours rester au même endroit. Donc, le delta XCM doit être égal à 0. Dans le fond, le centre de masse ne doit pas bouger. Ce qui veut dire, dans le fond, que ce que vous avez dans la parenthèse ici doit être égal à 0. Puisque si tout ça donne 0, 1 sur masse totale, c'est pas 0, mais c'est pas infini non plus. Donc, ce qui doit pour que ça donne 0, il faut que l'intérieur de la parenthèse soit nul. Donc, vous allez avoir que m fois la variation de position delta x plus la masse relativiste du photon gamma m fois la distance parcourue L égale 0. Donc, pour que le barycentre, le centre de masse de la boîte, du système complet soit resté immobile, il faut que cette équation-là soit vérifiée. Et
ça impose donc que, dans le fond, ici, je vais pouvoir remplacer la valeur du delta x que j'ai trouvé. Mais il faut faire attention parce que la façon qu'on l'avait trouvé ici en haut, la valeur du delta x, on avait, dans le fond, posé comme étant la grandeur du delta x, peu importe son sens. Donc, ça, dans le fond, c'est comme le module, dans le fond, du déplacement de la boîte. Mais dans ce contexte, dans le contexte de cette équation-ci, il faut faire attention, le delta x est vers la gauche, donc, dans le fond, négatif. Parce que bien sûr, on va considérer un axe X positif vers la droite. Donc, le déplacement delta X de la boîte est vers la gauche, donc dans le sens inverse de nos X positifs. Donc, lui, dans le fond, il faut lui attribuer un signe négatif. Donc, quand on va remplacer celui-là ici, il va falloir le mettre de signe négatif pour que les deux équations puissent être compatibles. Donc, on va avoir M fois moins EL sur MC carré. Puisque ça, c'est le delta x, EL sur MC carré, mais on lui attribue un signe négatif parce que le déplacement est vers les x négatifs, plus gamma ML égale 0. À partir de ça, on peut ramener ce terme-là ici de l'autre côté de l'équation. Ça va donner, dans le fond, les m vont se simplifier, premièrement. Donc, ça va donner gamma ML égale EL sur C carré. Et à partir de là, je peux faire une nouvelle simplification. Donc, les L, je peux les simplifier ici. Et dans le fond, donc j'ai réécrit l'équation ici. Gamma M égale E sur C carré après avoir simplifié le L de chaque côté de l'équation. Et là, voyez-vous qu'on commence à s'approcher drôlement du but. Et donc, on peut dire que dans le fond, ce que nous fait voir cette équation-là, c'est que le photon, la particule de lumière émise par l'ampoule, elle a transporté une certaine masse relativiste, gamma m, qui est égale à son énergie sur C au carré. Essentiellement, en fait, on a pratiquement terminé là, la démonstration. Et ce qu'on peut faire, c'est simplement isoler le E, donc E est égal à gamma MC carré. Alors voilà déjà une première façon d'écrire la formule d'Einstein. Donc ça, c'est l'équation que vous avez dans votre manuel, l'énergie relativiste en fonction de la masse au repos m, le facteur de Lorentz gamma et la vitesse de la lumière qui est au carré. Donc ça, c'est une première façon qu'on peut exprimer l'équation d'Einstein. Peut-être que vous n'êtes pas encore complètement satisfait de notre équation parce que vous dites c'est pas E égale MC carré, c'est gamma MC carré. Quel est cet intrus ici? Comment on peut faire disparaître cet intrus-là pour retrouver l'équation qu'on connaît, E égale MC carré? Ben, en fait, là, comme je l'ai dit, gamma m ensemble, c'est ce qu'on appelle dans certains ouvrages la masse relativiste. Comme je l'ai dit, cette notion-là est de moins en moins utilisée, mais quand même, elle existe. Fait qu'à la limite, vous pourrez dire, l'énergie relativiste est égale à la masse relativiste fois C au carré. La masse relativiste étant, en fait, gamma fois la masse au repos. Fait que vous voyez, ça, c'est une première façon d'écrire la relation Einstein, dans laquelle, en fait, on dit que l'énergie totale, ce qu'on appelle l'énergie relativiste, donc quand je dis l'énergie totale, ça veut dire l'énergie au repos plus l'énergie cinétique. Alors, l'énergie totale est égale à la masse relativiste, c'est-à-dire gamma fois la masse au repos, fois C au carré. Donc ça, c'est une première façon d'écrire, en fait, la relation d'Einstein. Mais pour la mettre, exactement comme elle est représentée dans votre bouquin, ce qu'on peut dire simplement, c'est que on pourrait prendre cette équation-là et l'appliquer à un mouvement qui n'aurait aucune vitesse. À une particule qui n'aurait aucune vitesse. Donc, si vous avez une particule qui est totalement immobile, imaginez, vous avez un électron devant vous, il est totalement immobile, mettons. Ou peu importe, vous avez une orange devant vous, elle est parfaitement immobile. Alors, quel est son facteur gamma? Quel est le facteur gamma pour un objet qui est parfaitement immobile? Alors, on va se rappeler la définition. Gamma, c'est 1 sur la racine carrée de 1 moins V sur C au carré. Donc, si l'objet est immobile, ça veut dire V est nul. Donc, ça fait 0 sur C, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc, 1 moins 0, alors ça fait 1. 1 sur racine de 1, ça fait... ça, c'est pour une vitesse nulle. Donc, quand on a une vitesse nulle, faites attention, gamma n'est pas nul. Gamma vaut 1. Autrement dit, parce que si vous vous rappelez, par exemple, t égale
gamma T0. Vitesse nulle, ça veut dire que dans le fond, c'est comme si gamma n'était pas là. Donc, c'est comme votre temps propre est égal au temps dilaté. Autrement dit, si vous allez à une vitesse nulle, il n'y a pas de dilatation du temps, il n'y a pas de contraction de longueur. Les effets sont absolument nuls. Donc, gamma 1, c'est neutre. Dans le fond, il n'y a aucune vitesse, il n'y a aucun effet relativiste. Donc, si la vitesse est nulle, le facteur gamma vaut 1. Alors, si on prend l'équation qu'on a démontrée ici et qu'on l'applique à cette situation particulière-là, ce cas particulier dans lequel la vitesse de la particule est nulle, ou de l'objet, la vitesse de l'objet est nulle, donc à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on va obtenir une énergie qui va être égale à gamma vaut 1, donc 1 fois mc au carré. Et cette énergie-là, on va lui donner un nom particulier, vous allez deviner, c'est E0. E0 qu'on appelle l'énergie au repos d'une particule ou d'un objet. Donc, autrement dit, on peut enlever le 1 puis juste dire E0 égale mc carré. Et bingo, on a notre formule d'Einstein. Alors, ce qu'il fallait démontrer, j'aime bien cette démonstration-là, d'autant plus que c'est, comme je disais, la méthode, c'est par une méthode similaire à ça qu'Einstein a trouvé lui-même l'équation d'équivalence masse-énergie, c'est-à-dire par un raisonnement comme ça basé sur l'immobilité du centre de masse d'un système isolé. Alors, voilà, j'espère que vous avez apprécié la démonstration. Aussi, je tiens à faire remarquer que j'ai fait la démonstration pour un photon. Donc, le photon, en l'occurrence, ne peut pas avoir une vitesse nulle, donc un gamma égale 1. Mais j'ai démontré cette équation-là, qui est en fait je l'ai démontré pour un photon, mais c'est un résultat qui est parfaitement général. Et après ça, je me suis servi de ce résultat général-là pour l'appliquer à une autre situation dans laquelle on aurait un objet de vitesse nulle, donc un gamma égale à 1, donc on trouverait son énergie au repos qui est à mc carré. Donc, on en comprend qu'un objet qui a aucune vitesse, même s'il n'y a aucune vitesse, cet objet a quand même de l'énergie due à sa propre masse. Donc, la masse, autrement dit, c'est une forme d'énergie. C'est ça la révolution. C'est ça la révolution. La révolution E égale mc carré, là, c'est ça qui est révolutionnaire. C'est le concept même que la masse, c'est de l'énergie. C'est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie qu'on appelle de l'énergie au repos. Et c'est ça qui est vraiment c'est ça qui est absolument magnifique dans ce résultat-là.